To avoid fainting, keep repeating. It's only a movie. Only a movie. Only a movie. Take as much as you can. Only a movie. Cette année sort au cinéma l'adaptation du roman de 1979 de Stephen King, Marche ou crève, The Long Walk en anglais. L'histoire, plus proche de la science-fiction que de l'horreur habituelle de King, met en scène des États-Unis dystopiques, si j'ose dire, où le gouvernement organise chaque année une marche le long de la côte Est, lors de laquelle des adolescents volontaires de moins de 18 ans, escortés par des soldats, marchent sans s'arrêter jusqu'à l'épuisement ou à l'exécution, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un qui obtiendra tout ce dont il rêve. Lionsgate vient d'annoncer une séance spéciale du film, lors de laquelle les spectateurs seront invités à marcher sur des tapis de course à la vitesse exigée dans le film, donc minimum 4 km/h, c'est une marche dynamique. S'ils s'arrêtent, ils seront escortés hors de la salle. Ce genre de stunt promotionnel, dans le contexte du cinéma, ça s'appelle un gimmick. On retrouve cette expression dans la publicité et aussi dans d'autres domaines, dont j'ai découvert le catch, où l'expression désigne les accessoires, les phrases d'accroche et les comportements dont le catcheur se sert pour alimenter sa persona. Donc un gimmick est une accroche, un élément promotionnel qui attire l'attention du public sur un objet tout en alimentant une narration. Et saviez-vous que l'histoire du cinéma possédait son roi du gimmick ? Ce monarque, à qui est dédié cet épisode, est le producteur, réalisateur, acteur, metteur en scène et bien d'autres choses, William Castle. Bienvenue dans le Scrunch Podcast, le podcast des gens qui prennent du popcorn au cinéma. Et aujourd'hui, découvrez avec nous la vie du réalisateur et producteur William Castle, a.k.a. le roi du gimmick. Let's go. Yay! Alors les amis, aujourd'hui avec Seb, c'est un nouveau format parce qu'il faut savoir se réinventer tout le temps. Ouais. En Comme permanence. William Castle. Non, pas vraiment. Ah bon? Tu verras. Non, réinvention n'est pas le mot que j'utiliserai pour le qualifier, mais on a plein d'autres très positifs. On a envie, voilà, on adore les histoires de la culture, je dirais. On adore se pencher. On aime bien ce qu'il y a autour d'un film. Voilà, et s'intéresser les à. petites histoires. Et on aime bien se focaliser sur des sujets hyper précis, et puis un autre, et puis voir les liens entre. Et on avait envie, et puis je sais pas, moi j'étais un peu en hyper focus sur ce mec depuis quelques temps, et voilà, on a eu envie de faire un petit épisode sur lui, on a des tas d'idées d'autres sujets, on continuera à faire des reviews de films, mais seulement quand on en a absolument envie. À la fin de cet épisode, on parlera peut-être des prochaines sorties aussi, des festivals à venir aussi. Mais voilà, aujourd'hui c'est Histoire du cinéma avec William Castle. Pour vous situer, il est né en 1914 et il est mort en 77. Donc on va faire un petit voyage dans le XXe siècle. Let's go. Alors, petite introduction formelle encore. Si les films de William Castle n'ont pas connu une reconnaissance immédiate, ils sont aujourd'hui des incontournables de l'histoire du cinéma, d'exploitation et d'horreur. Mais avant d'être un artiste, disons, intéressant, on en parlera, il était surtout un grand showman et un businessman qui a savamment construit son personnage public jusqu'à en faire une marque déposée. D'ailleurs, beaucoup d'informations glanées pour cet épisode sont issues de son autobiographie, qui n'est absolument pas fiable. Et c'était même dur de croiser des sources, parce qu'il faut vraiment aller un peu loin, parce qu'en fait, il a tellement raconté ses histoires que tout le monde raconte les mêmes histoires. Et au mieux, les gens disent « je suis pas sûre que ce soit vrai ». Mais il faut vraiment le croiser avec des tas d'autres sources. Enfin bref, faire un travail d'historien, quoi. Rien de nouveau sous le soleil. Adore les. Mais on adore ce genre on adore ce genre de personnes. Voilà. Et c'est un peu ça que j'essaie de dire. C'est comprendre la fabrique d'un personnage, ça implique parfois d'aller chercher derrière les affabulations. Donc ici, je vais debunker certaines de ces histoires les plus connues, mais ce ne sera pas non plus l'exercice principal de l'épisode, parce que ça me paraissait presque comme une trahison du personnage et du mal qui s'est donné à le construire. On veut le personnage. On veut le personnage. Et Après le film que tu m'as fait regarder,
Oh mon Dieu. Je l'ai fait regarder quoi, The Tingler. The Tingler. Le plus connu, C'était une expérience, ouais. C'était... C'est ça. Et je pense aussi qu'on est assez bon, on est assez grand pour garder un esprit critique. Et bon, surtout, je le ferai pas avec n'importe qui, mais lui, j'ai envie de le faire, quoi. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant aussi, justement, avec le fait de garder l'histoire presque telle qu'elle, c'est de comprendre un peu ce qu'il a essayé de faire avec ce personnage et sa relation avec son public. Et bref, je fermerai d'ailleurs l'épisode là-dessus, mais parce que je trouve ça hyper intéressant, cette relation hors du film, en fait, au-delà des films, tu vois, qu'il a mis en place. Voilà. Alors, William Castle, il est né en 1914 à New York, New York. Est-ce que, Seb, tu entends les voitures, les passants, les talons sur le trottoir mouillé, Les rats, les cafards. Il va y avoir des cafards dans cette histoire. Ses parents sont morts assez tôt dans sa vie et il est allé vivre assez vite avec sa sœur et son mari. Et il décrit son enfance, la manière dont il se décrit enfant. C'était un peu un loser qui avait pas d'amis. Et un jour, pour qu'on essaie de lui faire un peu, pour qu'il se fasse un peu des potes, on l'a envoyé en camp de vacances. Et pendant ce camp de vacances, il raconte qu'il a découvert qu'il était hyper lax et qu'il pouvait mettre ses jambes derrière son cou. Et du coup, voilà. Et du coup, tous les gamins. Et c'est comme ça qu'il a fait carrière. Voilà. Et maintenant. Non, mais c'est trop drôle comment il se raconte. Et en gros, les gamins ont tous dit oh my god, Spider Boy. Et à partir de là, il a appris à faire le clown. Et je trouve, je sais pas, c'est un peu un début d'histoire qui. Tu peux te dire, il a trouvé le réconfort dans la monstruosité. En gros, et à partir de là, il a passé son adolescence à faire que des conneries. Genre, apparemment, il s'allongeait sur les rails du métro pour le faire s'arrêter. Enfin, c'est ce qu'il raconte. Il se jetait dans l'Hudson River. Bref, il donnait du fil à retordre à sa sœur et son mari. Un jour, il a piqué genre $30 à sa sœur pour partir vivre à Hollywood. Ça n'a pas marché, il s'est tout fait voler, il est vite revenu. Mais un jour, il y a cette espèce d'événement fondateur qu'il raconte. Il vole $1 à sa sœur pour aller au théâtre. Et il va voir Dracula avec Bela Lugosi. C'est une pièce de théâtre et figure-toi, j'ai cherché, c'était la première adaptation autorisée du roman de Dracula. Nosferatu, c'était avant. C'était cette pièce et il y va et il aime trop, il adore et il y retourne et très vite en fait il arrête d'aller dans le public et il se met au balcon et il se met à plus regarder la pièce mais regarder le public qui a peur et il se dit mais punaise mais en fait j'aime trop ça les gens qui ont peur. Et un jour, alors ça c'est ce qu'il raconte, il prend son courage à deux mains, il a genre 13 ans. Il va dans les coulisses et il demande Bela Lugosi et il dit « Je suis un ami à Bela Lugosi » qui a genre 40 ans. Et on le laisse entrer et il arrive dans la loge de Bela Lugosi. Et Bela Lugosi lui aurait dit « Que puis-je faire pour vous, jeune homme ?» Je ne sais pas ce que c'est un accent hongrois. J'ai vu votre pièce 12 fois, monsieur, et je trouve vraiment que vous êtes formidable. S'il vous plaît, asseyez-vous, monsieur. Schloss. Ah oui, parce que j'ai oublié de dire, il s'appelait William Schloss. Ça veut dire château en allemand. Monsieur Schloss. Ce soir-là, William Schloss prend la décision de changer de nom de famille. Il sera William Castle. Voilà, apparemment, c'est grâce à Bela Lugosi. Je suis sûre que c'est un truc un peu moins glorieux. Et alors, Lugosi, ce jour-là, a invité le jeune William Castle, Schloss, à suivre la pièce depuis les coulisses. Donc, il a continué à suivre depuis les coulisses. Et en fait, quelques années plus tard, Bela Lugosi l'aurait invité à venir travailler avec lui, pour lui, sur une pièce. Et du coup, il a laissé tomber le lycée, il s'est barré, genre à 16 ans, il travaillait à Broadway, quoi. Et vraiment, pendant tout ce début de carrière, je raconterai pas tout en détail, même s'il y a des milliards d'histoires, mais il a vraiment fonctionné à la débrouillardise, et c'est vraiment un super exemple pour vraiment quiconque, moi, aurait genre un syndrome de l'imposteur, parce que c'est vraiment, il aurait fait... Mais en vrai, j'y crois, j'imagine vraiment les gens dans les années 20 en mode... No shame. Mais pas que dans les années 20, les main characters, ça marche. Hein. De ouf. Non, mais il faisait des trucs en mode, il voulait être embauché dans une pièce,
le mec le secrétaire qui s'occupait de faire passer les acteurs, de les faire rentrer pour passer les entretiens, il lui a donné des sous pour qu'il se porte malade. Il s'est mis à sa place, personne n'en a rien à foutre, il s'est mis à sa place et il a turn down ou bien donné des mauvais conseils. Il a saboté tous les autres acteurs et quand il n'y avait plus personne, lui, il est allé passer le truc et il s'est fait prendre, tu vois. Enfin bref, des histoires comme ça, des histoires absurdes, bref. Mais bon, il se retrouve... Donc il a vraiment commencé dans le théâtre. Et c'est que des histoires comme ça où t'es là. Il a commencé dans le théâtre et donc... Bref, je trouve ça intéressant d'en parler parce que je pense que ça a dû alimenter vraiment son attitude ensuite face au cinéma parce qu'il a vraiment touché à tout. Il a été acteur, enfin un peu tous les métiers du théâtre, si j'ai bien compris. Mais il rêve apparemment toujours de Hollywood et de faire peur aux gens. Ça, j'ai l'impression... Tu vois, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est rétrospectivement il projette ça sur son passé ? J'en sais rien, on s'en fout. S'il a volé 30 balles à sa sœur pour aller à Hollywood. C'est ça. Tout ça pour se faire voler ça dans le bus. Non mais vraiment, non mais pire, une histoire de, il s'est trouvé vraiment un compagnon d'infortune en 24 heures, tu vois, qui lui a tout volé. Enfin bref. Mais bon, vient un soir où il y a sa fête d'anniversaire, c'est son anniversaire, et donc il y a beaucoup de gens de l'industrie du théâtre et tout qui sont là, dont un acteur qui s'appelle Everett Sloane et qui travaille pour Orson Welles. Et William Castle le sait, donc parce que Orson Welles m'était dirigé des pièces à ce moment-là, et donc cet acteur joue dans une pièce d'Orson Welles, et donc William Castle lui saute dessus, il lui dit j'ai perdu le numéro d'Orson, ce qui pouvait arriver à ce moment-là. J'ai perdu le numéro d'Orson, est-ce que tu peux me le passer, s'il te plaît, parce qu'il faut vraiment que je le contacte et tout. Et donc il apprend, grâce à cet acteur, que Orson Welles est en train d'abandonner la production d'une pièce qu'il est en train de monter pas loin de New York. Et que du coup, ce théâtre est vide et qu'il n'y a personne dedans, machin, parce qu'il est en train de se barrer pour aller tourner Citizen Kane. Rien que ça. Il lui donne le numéro de Orson Welles. William Castle, en plein milieu de la fête d'anniversaire, va dans une chambre, dial le numéro de Orson Welles, lui téléphone et lui dit « Je suis un producteur sur Broadway. J'aimerais que vous me donniez la pièce que vous avez abandonnée, quoi. Ou la direction du théâtre, j'ai pas trop compris, mais il faut que je bosse pour vous, quoi. » Orson Welles lui dit « Bon, ok, rendez-vous demain. » Super. Et le même soir, il rencontre une actrice allemande, mais ça va être beaucoup d'informations, mais ça va être important. Il rencontre une actrice allemande qui s'appelle Helen Schwanecke et il lui dit, meuf, il est peut-être un peu amoureux d'elle et il lui dit ah, t'es actrice, ça tombe bien, j'ai une super pièce produite par Orson Welles, tu vas jouer dedans. Le lendemain, il rencontre Orson Welles qui lui cède, donc c'est sa première rencontre avec Orson Welles, il lui cède en effet le théâtre, donc il est parti pour faire une pièce dans le Connecticut, sauf qu'il demande, il dit j'aimerais que Helen Schwanecke joue dans cette pièce, et ils disent quoi, mais c'est une actrice allemande, mais ça va être l'été la pièce, et l'été il y a une règle d'équité qui fait que seulement les acteurs américains ont la priorité sur les rôles, sauf si vous pouvez prouver que ce rôle peut vraiment que être joué par une Allemande. Et dans cette pièce ça marche pas, et il dit mais vous inquiétez pas, ça tombe très bien, j'ai découvert une petite pièce allemande là pendant mon dernier voyage en Allemagne. Le mec n'est jamais sorti probablement de New York, en tout cas des États-Unis. Il rentre chez lui en 48 heures, il aurait, en vrai là je vais debunker parce que c'est quand même du plagiat, il aurait écrit une pièce en 48 heures. Ensuite, il l'a emmené chez son... Comment on appelle ça ? Les mecs qui lavent les costumes, là. Son tailleur. Son teinturier. Son teinturier ou son tailleur, qui était allemand. Et il lui a dit, est-ce que tu peux me la traduire en allemand ? Ce que le mec a fait en une nuit. Ensuite, il a un peu piétiné la pièce pour que ça ait l'air un peu sauvé d'un grenier en Allemagne. Et il l'a amené. Le truc a été accepté. Ça s'appelle Das ist nicht für Kinder. Genre, ce n'est pas pour les enfants. Et voilà, et il a monté cette pièce et tout. C'est l'équivalent des trucs qui s'appellent trigger warning maintenant. Oui. Et avec Helen Schwanecke. Et là vient une de ses histoires fondatrices vraiment les plus connues. Oui, voilà. Et là où je dois juste debunker, c'est qu'apparemment, en fait, la pièce, c'est une adaptation du script d'un auteur autrichien qui s'appelle Ludwig Hirschfeld et qui a en fait été crédité
dans des adaptations cinématographiques qui ont eu lieu plus tard. Du coup, genre, clairement, c'est même pas qu'il a plagié, je pense qu'il a juste caché certaines infos, tu vois. Enfin, je sais pas. Mais vraiment, une histoire vraiment très connue, c'est que un peu fondatrice de sa réputation de roi du gimmick. Il y avait la première de la pièce arrivait et il n'y avait pas beaucoup de places qui se vendaient. Il sentait que comme Orson Welles n'était plus présent en personne, tout le monde s'en fichait un peu de ce qui se passait dans ce théâtre. Et donc la manière dont il raconte son publicity stunt, c'est qu'un jour, Hélène Schwanecke serait arrivée et lui aurait dit « J'ai reçu une lettre de Hitler. » J'ai reçu une lettre de Hitler. Il y a un festival en Allemagne où tous les grands acteurs allemands sont conviés. Ma carrière est en jeu. Est-ce que j'hésite, tu vois. Est-ce que je me barre voilà, parce que Hitler m'appelle. Et il lui aurait demandé « Est-ce que tu as encore de la famille en Allemagne? Est-ce que tu as envie d'y retourner ?» Elle était là « Bah non, j'ai plus personne. » Et donc là, il aurait écrit personnellement une lettre à Hitler puis à Goebbels pour leur dire « Hélène Schwanecke travaille pour moi, allez vous faire foutre. » Et ensuite, il aurait fait tourner cette histoire dans les journaux qui auraient tout relayé. Et la veille de la première de la pièce, il aurait été allé briser toutes les vitrines du théâtre et il aurait peint des swastikas sur les murs en mode retaliation. Et le lendemain, il aurait dit aux médias cette première aura lieu coûte que coûte. They're silencing me. I'm cancelled. I'm cancelled by Hitler. Vraiment. Non, Mademoiselle Schwanecke jouera dans cette pièce Das ist nicht für Kinder, malgré les menaces. Et même, il raconte, et ça, je pense, c'est vraiment, mais tout est un peu des bobards, je pense. Parce qu'en plus, il y a vraiment, en fait, ce qui me tue, c'est qu'il a aussi dit qu'après, dans le livre, il raconte, dans son autobiographie, il raconte qu'il a même demandé au gouverneur du Connecticut de lui assurer une sécurité militaire et qu'il y avait des soldats qui étaient là pour fouiller les gens qui entraient pendant la première. Mais apparemment, il n'y a aucune preuve que ça a vraiment eu lieu. Bref, je trouve ça vraiment drôle. Mais en tout cas, en fait, ce qu'il raconte avec cette histoire, et je ne sais pas ce qui a vraiment eu lieu ou pas, c'est qu'avec cette histoire, il a appris à s'assurer l'attention des médias à chaque sortie. Voilà, de pièces ou de films. Et laissez-moi vous dire qu'il a poussé ça à son paroxysme, à un point où parfois il a un peu oublié de juste faire un film. Parfois il avait des idées avant le film, tu vois, des idées promotionnelles. Ah bah, The Tingler, tu sens le stunt venir dès les prémices du film, en fait, tu sais pourquoi. C'est que ça. Alors, cette pièce, mine de rien, le fait quand même repérer, l'aurait fait repérer. Et là, le bond du théâtre au cinéma, je trouve, est quand même ultra fortuit, genre. Mais bon. Il est repéré par les studios Columbia, donc à Los Angeles. He made it. Notamment, et donc les studios Columbia à cette période sont dirigés par Harry Cohn. Et il faut que je le prononce bien, sinon je vais dire haricot pendant tout l'épisode. Et donc, pour donner juste une petite idée du paysage, on est au début des années 40. C'est l'âge d'or d'Hollywood. Donc Hollywood est dirigé, pas dirigé, mais surplombé par les Big Five, c'est-à-dire les studios, donc les producteurs Paramount Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer, Warner Brothers, 20th Century Fox et RKO Pictures, qui dominent vraiment le marché. Et en dessous, il y a genre les Little Three, donc Universal, United Artists et Columbia, où va du coup atterrir William Castle. Donc Harry Cohn, vraiment, je voulais en parler, il va traverser vraiment tout le début de la carrière de William Castle, c'est un personnage hyper important dans sa carrière, mais il faut se dire, je pense qu'il mériterait son épisode à lui tout seul. C'est un patron extrêmement sévère et il a une horrible réputation, et notamment dans le documentaire que j'ai regardé, Spine-Tingler, The William Castle Story, il y a le réalisateur Bud Bottiger qui le décrit comme aussi effrayant et détestable que Hitler et Mussolini. Et il va user de méthodes absolument paternalistes envers Castle, vraiment trashos mais très drôle. Merci de nous avoir donné une bonne histoire. Et notamment, tout le monde dit il était horrible avec tout le monde, mais il semblait avoir une espèce d'affection paternelle envers William Castle, qui même lui a qualifié, a dit que travailler à Columbia, c'était comme être à la maison. Enfin bref, il y avait un truc très paternel comme ça.
Mais alors, ce qui se passe, ce qui me fait rigoler, c'est qu'il l'embauche, entre guillemets avec mes doigts, comme une espèce d'apprenti. Et pendant 3 ans, William Castle, il est payé à juste observer. Genre, je vous veux pour mon stage d'observation. 3 ans, il touche à tout. Genre, il connaît le métier du théâtre. Je croyais qu'il devait observer, pas toucher. Si, il touche à plein de trucs, notamment, j'ai sauté des histoires, mais il fait plein de conneries. Enfin, bref, il adore raconter qu'il s'est fait moitié étranglé par un réalisateur parce qu'il a fait une connerie. Enfin bref, il a essayé de diriger Cary Grant alors qu'il aurait dû fermer sa gueule. Enfin bref, que des histoires encore de lui qui ose faire des trucs qu'il aurait pas dû faire. Mais vraiment, pendant 3 ans, il ronge son frein parce qu'on le laisse rien faire, mais le mec est payé à genre être sur tous les plateaux. Ouais, je trouve ça trop bien. Dream job. I guess. Enfin, bref. Mais étranglé par un réalisateur, genre comme dans Les Simpsons. C'est ça. Mais il va finir un jour par avoir un film et j'aimerais juste raconter comment il raconte que ça s'est passé. Est-ce que tu penses qu'il a proposé un script et qu'on lui a dit bon ok on vous fait confiance? Non, ce serait tellement bien si c'était aussi simple, mais non. En gros, ça faisait quelque temps. Donc Harry Cohn avait pour habitude de manger tous les midis avec son entourage dans une grande salle à manger privée. Et donc, ils avaient leur cuisinier privé qui leur faisait à manger les midis. Bien sûr, William Castle n'était pas du tout invité à ce repas, mais il avait pris pour habitude d'aider le cuisinier à monter la bouffe en cuisine. Et du coup, le cuisinier s'était mis à lui préparer à manger un peu avant que la salle à manger ouvre, mais c'était hors de question pour lui de manger à la table, tu vois, il mangeait dans la cuisine, machin. Mais donc, toutes ces fois où ils mangeaient ensemble, William Castle lui disait j'ai marre, j'ai envie de faire un film. Donc le cuisinier était au courant. Et un jour, un midi, le cuisinier lui dit écoute, il y a des travaux, ils vont pas manger ici ce midi. Pourquoi tu manges pas à la table de Harry Cohn? Donc William Castle s'assoit à la place de Harry Cohn et commence à manger son steak. Sauf que la porte s'ouvre et Harry Cohn arrive avec tout son entourage et fait « Qu'est-ce que vous faites là, Castle ?» Et lui prend son assiette, l'aurait balancé comme ça et lui aurait fait « Non, mais restez assis là où vous êtes, hein, si vous êtes là, restez assis. Hein. » Il le force à rester assis et il lui dit « Alors, on m'a raconté que vous vouliez faire des films. » Et en fait, apparemment, en fait, c'était une manigance. C'était Harry Cohn qui aurait demandé au cuisinier. C'était un plan. Genre, en fait, à ce stade, je suis là, mais en fait, c'est pour ça que c'est triste de debunker ce qu'il raconte, parce que c'est comme dire non, mais en fait, dans la vraie vie, ça s'est pas passé comme ça quand tu regardes un film. En fait, j'ai l'impression que sa vie, c'est un film. Il raconte vraiment, il fait des scènes, tu vois, et puis des moments fondateurs, bref. Et devant tout son entourage, tout le monde est là, d'autres producteurs, il lui dit ah bah, vous voulez un film? Et ben voilà un. Et il lui file un script d'un film qui s'appelle The Chance of a Lifetime, ce qui est en plus très ironique. Voilà, et c'est comme ça qu'il a eu son premier film. Une opportunité avec Harry Cohn vient toujours de pair avec une humiliation. Castle lit le script et apparemment c'était vraiment pas un bon script, sauf qu'il a pas osé se plaindre à Harry Cohn parce que c'était hors de question. Donc il a fait le film tant bien que mal. Attends, mais il avait un script genre qu'il avait pas lu en fait, je pense que Harry Cohn, en fait, il savait pas, juste le mec lui a donné, il sait pas s'il l'a lu ou... Enfin, il en sait rien, il prend ce qu'on lui donne, il le lit. Et il était là, oulala, mais c'est hyper nul, est-ce que quelqu'un est au courant que c'est hyper nul? Il en a parlé à un mec qui lui a dit... Ah d'accord, non, pardon, je croyais que c'était... Non. C'était Castle qui proposait un film à... Non, c'est du coup Harry Cohn qui a donné le script à Castle. Ouais, ça se passe, en gros, tu vas voir dans cette histoire, c'est aussi intéressant, je trouve, de voir comment les idées de films naissent. Et c'est un peu ça que j'ai aussi envie de raconter à travers cette histoire, c'est rarement des illuminations artistiques, tu vois, c'est souvent genre... Le producteur a trouvé ce truc, c'était pas cher d'acheter les droits, just fucking do it, tu vois. Et Ah oui, d'accord, donc du coup, c'est pas il s'insère pas lui-même en disant A Chance of a Lifetime, c'est Harry Cohn qui lui donne... C'est Harry Cohn qui lui dit tiens, prends ça, et il se plaint à un proche de Harry Cohn pour lui dire... c'est de la merde, et le mec lui dit t'as pas intérêt à le dire à Harry Cohn parce qu'il va péter un câble. Donc il fait un film qui s'appelle The Chance of a Lifetime, qui est mal reçu par la critique. Tout le monde dit genre ce mec n'est pas du tout fait pour réaliser des films, hyper mal reçu. Le mec genre détruit, tu vois, William Castle détruit. Il va voir Harry Cohn, la queue entre les jambes, et Harry Cohn dit
c'est moi qui décide qui est un bon réalisateur ou pas. Si j'ai décidé que t'étais un réalisateur, eh ben c'est pas les critiques qui vont décider que t'en es pas un. Donc tiens, un deuxième film. Et ouais. T'as fait de la merde, tiens. Oui, mais en fait, surtout, il lui a dit, mais pourquoi tu m'as pas dit que le truc était nul? Pourquoi tu m'as pas dit que le... En fait, et oui, il lui dit, même le meilleur des réalisateurs peut pas faire un bon film avec un script pourri, en fait. Et c'est vraiment comme un prof en mode, mais pourquoi tu m'as pas dit? Tu crois que je l'aurais pas bien pris? Qu'est-ce qui te fait croire que je vais mal réagir? Après avoir balancé son assiette devant tout le monde parce qu'il Donc, et le film qu'il lui propose ce jour-là, c'est The Whistler. Et là, on entre, donc c'est de la série B. William Castle, il sera toujours dans les films de série B, c'est-à-dire des films, des thrillers, des films d'horreur, des films de genre, avec des moyens. Et aussi à noter, je sais pas si c'est un reach que je suis en train de faire, mais parce que William Castle parle très peu d'actualité et de politique et du contexte politique dans lequel il a évolué dans son autobiographie. Et je me disais, c'est trop bizarre, le mec, on dirait qu'il flotte dans le temps et qu'il fait juste un peu ce qu'il a envie de faire. Et il est retenu que par des histoires d'économie et d'argent, mais jamais de politique, alors que punaise, Hollywood, il y avait quand même le code Hayes et tout, enfin, il se passait plein de trucs. Le seul truc que je pourrais te dire, je pense, c'est que le code Hayes était surtout focalisé sur les questions de sexualité. Et que je pense que faire des films d'horreur, c'était plus facile. Si tu voulais faire du cinéma un peu, pas alternatif, allez, on est quand même à Hollywood, mais c'était plus vers l'horreur que vers l'érotique que tu pouvais aller. Et c'est intéressant parce que, pour le coup, dans les années 60, quand dans les pays scandinaves, il y a eu beaucoup de films érotiques, c'était l'inverse. En Suède et tout, tu pouvais montrer du cul, par contre, la violence et tout, non. Et bref, mais c'est grâce aux films scandinaves de ces périodes-là que les États-Unis se sont un peu détendus niveau érotisme aussi. Enfin bref, mais c'était déjà bien parti, mais voilà. Donc, et aussi, en plus, les films de série B, ce qui est marrant aussi, c'est que c'est aussi des bonnes plateformes de lancement pour beaucoup d'acteurs. Et William Castle, il a donné leur premier rôle à pas mal d'acteurs qui sont maintenant très connus, genre Tony Curtis, Robert Mitchum. Très connu, ouais. Robert Mitchum, c'est le chasseur dans La Nuit du chasseur, avec Hate et Love sur les... Non. Et Tony Curtis, c'est Certains l'aiment chaud. Bref. Mais je suis pas non plus une spécialiste de Hollywood de cette période, mais regarde, on apprend. Donc The Whistler, c'est plutôt un thriller, et je vais quand même raconter le synopsis parce que c'est trop drôle. Ah oui. C'est l'histoire d'un... Moi, après avoir vu le Tingler, je veux le résumé de tous ces films. C'est l'histoire... Attends, je vais le lire. C'est l'histoire d'un industriel qui n'a pas pu sauver sa femme de la noyade lors d'un naufrage. Chacun ses problèmes. Il est pas je crois qu'il travaille quand même dans les bateaux. Je sais plus, j'en sais rien. Non, il n'y a pas vraiment de... Il est persuadé que son entourage pense qu'il l'a assassiné. Donc, inconsolable, il fait engager un tueur à gages pour se tuer lui-même. Il donne son propre nom, afin de mourir sans douleur et par surprise. Mais il fait ça grâce à un middleman. Il rencontre pas le tueur. Il sait pas qui c'est, il sait pas à quoi il ressemble. Et le tueur non plus, il connaît que son nom. Mais alors que le processus est lancé, il apprend, en fait, plot twist, que sa femme a été retrouvée en vie. Il tente de contacter le middleman pour arrêter l'engrenage, mais en fait, celui-ci s'est fait assassiner juste après l'avoir rencontré. Donc il sait pas qui est le tueur, ni quand il va frapper, mais il est poursuivi par un tueur qui sifflote quand il approche. Et en fait, c'est le premier film de William Castle que j'ai vu, et j'étais un peu... En fait, je m'attendais, tu sais, j'étais là, mais William Castle, c'est un personnage culte, le film va être incroyable. Après, il en a fait des mieux, genre c'est littéralement son deuxième film. Mais il y a plein de moments assez anticlimactiques. Et ouais, j'ai rien à en dire. C'est assez rigolo, un peu anticlimactique. Le film... Et alors, c'est quoi le gimmick ? Il n'y a pas de gimmick. Il n'y a pas de gimmick ? Très gimmick. Il est pas... En fait, il a plein d'idées, mais ou bien il n'a pas encore le culot de les appliquer, ou bien juste on lui refuse. Mais c'est la période pré-gimmick, il n'y en a pas à ce moment-là. Il n'y a pas quelqu'un qui siffle dans la salle ou un... Non, ah oui, j'ai écrit que déjà pour ce film, Castle a l'idée d'utiliser un gimmick, mais chapeauté. Cohn ne pense pas que ce soit une bonne idée. Très chapeautesque, ouais. Ouais. C'est peut-être lui qui a inspiré
Le chapeauté qui a ensuite inspiré Sinners. Incroyable. Tu vois, ça en fait déconner. Oh my god. Ok, William Castle, auteur de Sinners, réalisateur de Sinners. Au deuxième degré. Au deuxième degré. Ensuite, je vais essayer d'aller vite parce que... Ah oui, c'est ça. Il se passe un truc. Il fait un autre film en 1944 qui s'appelle When Strangers Marry. Et c'est une histoire de... c'est pas très intéressant. Et en même temps, il est invité à monter une pièce qui s'appelle Meet a Body. Et ça, c'est un peu intéressant parce que c'est la première fois qu'il ose mettre en place un gimmick, parce que c'est l'histoire d'un homme, c'est assez cool, c'est l'histoire d'un homme qui se rend qui va acheter un cercueil pour lui-même et se fait tuer après l'avoir acheté, se fait assassiner. Et le gimmick qu'il a mis en place, c'est qui paraît assez basique maintenant, il y a une course-poursuite, le tueur, vers la fin de la pièce, se fait poursuivre par la police dans le public et se fait tuer au milieu du public. Genre, lui tombe presque dessus. Et donc ça, c'était un peu un gimmick. Le gimmick, c'est vraiment ce truc de genre, ah, venez voir cette pièce dans laquelle il va se passer ça. Ah, venez voir ce film, il va se passer ça. Tu regardes presque plus le film. Enfin bref, si tu regardes le film. Bref. Et au même moment de cette pièce, il y a Orson Welles qui repère When Strangers Marry et qui dit que c'est un super film. Et en fait, à cette période, Orson Welles, il écrivait dans le New York Post. Il avait une colonne dans le New York Post. J'adorerais faire un petit virage vers ça parce que vraiment, la personnalité d'Orson Welles, c'est tout un truc. Mais on va pas le faire. Et donc, pourquoi parce que c'est les cahiers du cinéma de son temps. Trop... Genre l'opposé. Ah ouais non, genre okay. Vraiment, il a écrit pendant 1 an, d'abord genre 5 fois par semaine, et ensuite il a ralenti parce qu'il avait des problèmes d'argent et il devait se rediriger vers la radio. Et en gros, ils ont fini par juste lui couper le truc parce qu'il écrivait n'importe quoi. En fait, c'était vraiment juste lui qui avait déjà du succès et qui écrivait tout ce qu'il voulait. Il écrivait des espèces de tirades sur la politique, des trucs trop bizarres, trop chelous. Et je sais pas, il y a un article que j'ai noté, mais j'ai pas traduit parce que c'est trop dur à traduire, où il dit genre... Je suis comme un saumon qui pond des petits œufs. Je sais pas ce qu'il raconte. En tout cas, il écrit que le When Strangers Marry, c'est vraiment un des films les plus excitants de l'année. Et donc Castle, ni une ni deux, écrit à Orson Welles et lui dit bro, travaillons ensemble. Il lui propose... The Salmon Man. Voilà, voilà. C'est pour ça que j'avais envie de raconter cette histoire. J'étais là, ça nous donne une petite caractéristique pour Orson Welles. Et donc Orson Welles accepte. Il dit OK, what's up, qu'est-ce qu'on fait? Et Castle lui propose un film. En fait, il s'est fait refuser. Il a trouvé il a trouvé une histoire à adapter. Qui s'appelle If I Die Before I Wake, qu'il a proposé non pas à Harry Cohn, qui n'était pas là ce jour-là, mais qu'il a proposé à Columbia, qu'ils ont refusé parce que c'est l'histoire d'une meurtrière qui est une femme. Et à Columbia, ils disent non, mais Harry Cohn, il laissera jamais passer ça, une histoire d'une meurtrière qui est une femme, il l'aimera pas, tu vois, il aime bien les fissages. Il aime pas les girl boss. Il aime pas les girl boss. Et donc, il propose ça à Orson Welles, qui dit OK, lourd, let's fucking go. Et le lendemain, mais il est en mode OK, on va pas faire ça avec Columbia, on va faire ça tous les deux sur le côté. Et le lendemain, il arrive au boulot à Columbia et il y a Hariko qui lui dit putain, il y a Orson Welles qui m'a donné ce script génial avec une histoire de femme meurtrière et il dit qu'il veut à tout prix que ce soit toi qui produises ce film. Bref, il s'est fait voler l'idée du film par Orson Welles, qui du coup a été payé beaucoup plus que lui pour faire le film. Mais il a dit, en gros, ce qu'il raconte dans son autobiographie, c'est mais je savais que le film allait être mieux si c'est Orson Welles qui le faisait, donc let's go. Et puis dans tous les cas, je vais travailler avec lui et ce sera genre une bonne occasion d'apprendre plein de choses. Terrible erreur, ce tournage. Je vais essayer de le raconter vite, mais c'est vraiment un cauchemar. Ils en parlent pas trop dans les docus et tout, mais c'est un tournage vraiment que William Castle a absolument subi et qui est truffé de personnages extravagants qui vont expand notre cinématique universe et qui vont revenir au fur et à mesure de l'épisode, et tu vas voir, c'est trop drôle. Donc le film est tourné. Donc déjà, ils vont renommer le film, ça s'appelle The Lady from Shanghai, donc c'est un film de 1947 qui est maintenant un culte classique. Et le film est tourné au Mexique dans des conditions difficilement supportables pour ces États-Uniens.
Orson Welles exige que les nombreuses scènes en mer soient tournées sur le bateau de l'acteur Errol Flynn. Et lui, j'aimerais tellement faire un épisode sur lui un jour, qui accepte à 2 conditions. Une somme absurde, ok, je vous loue mon bateau pour le tournage, mais je veux aussi être la seule personne qui conduit ce bateau. Problème, il est no shade sur les alcooliques, mais Errol Flynn est une terrible personne aussi. Il est complètement alcoolique et complètement détestable. Il était aussi genre addict, enfin il avait vraiment plein de soucis et il était, au-delà de ça, absolument odieux. Et pendant... Qui voulait travailler avec lui ? En fait, il voulait Absolument. juste louer son bateau. Et le mec a dit, je sais pas pourquoi il voulait absolument son bateau. Orson Welles était là, je veux tourner sur ce bateau-là. Le mec, il a dit, ok, mais c'est moi qui conduis. Vous voyez ce bateau craché sur le pont ? Je pense que c'est celui-là qui nous... Vraiment. Non mais tu vois. C'est soi. Et Errol Flynn, c'était un acteur un peu beau gosse comme ça. C'est lui, c'était Robin des... ouais, c'est ça, Robin des Bois. Donc William Castle s'est quand même donné le mal de raconter 3 dingueries de Errol Flynn. Donc que je vais me donner le mal de raconter aussi parce que, voilà. Donc pendant ce tournage, sa femme Errol Flynn est enceinte. Et un jour, il l'a fait venir de Los Angeles pour avoir un dîner avec toute l'équipe. Donc Rita Hayworth, Orson Welles, tout ça sur le bateau. Et devant tout le monde, il aurait dit non mais ma femme elle veut plus me baiser parce qu'elle est enceinte. Moi je pense que de toute façon un mari à qui ça arrive, il a le droit de baiser d'autres meufs pendant toute la durée de la grossesse. Bref, une scène hyper gênante à laquelle tout le monde a répondu de manière un peu nulle, sauf Rita Hayworth. Mais il y a aussi un jour, donc il tourne en plein soleil, il fait hyper chaud, et il y a un caméraman qui meurt d'une crise cardiaque, et Errol Flynn, complètement bourré, et se prenant pour le capitaine du bateau, il est arrivé et il a dit il faut qu'on le jette, il faut qu'on l'emmerde, on va l'enterrer, on va le jeter en mer. On a beau être dans les années 40, il y avait quand même, enfin on enterrait quand même les gens, on jetait pas les gens. Il y avait pas un truc en mode le caméraman meurt, on le jette à l'eau. J'ai droit de décider des funérailles des gens qui sont sur mon bateau. Je suis le capitaine. N'importe quoi. Et puis pour finir en beauté, en fait dès que sa femme est repartie à Los Angeles, lui il a disparu pendant Mais plusieurs qu'est-ce qu'ils ont fait du coup ? Mais il pouvait plus tourner. Mais non, mais ils l'ont balancé à la mer ? Non, ils ont pas, j'ai pas l'impression, non. Mais voilà, mais lui est arrivé en mode il faut le mettre à la mer, disposer du corps, capitaine. Et pour finir en beauté, quand sa femme est repartie à Los Angeles, lui il a disparu pendant plusieurs jours. Du coup, il pouvait pas continuer à tourner le film. Oui, parce qu'ils avaient contractuellement pas le droit de conduire le bateau. Et là, ça devient un peu moins drôle parce que quand il revient, lui, ils étaient au Mexique. Lui, il est parti, genre, je sais pas où, mais il a trouvé, il a rencontré une femme indigène qui parlait ni l'espagnol des locaux de l'endroit où il tournait, ni anglais. Et William Castle, et là, c'est pas très glorieux, l'a décrit. Donc, c'était une femme apparemment très grande, très massive, très masculine, entre guillemets. Muscle mommy. Une muscle mommy, voilà. Mais je trouve ça creepy de ouf. Elle comprenait, enfin, soi-disant, d'après William Castle, elle comprenait pas ce que les gens disaient. Enfin, la communication était chelou. Et donc, elle était là avec Errol Flynn. Et un jour, il y a le président du Mexique qui est venu bouffer sur le bateau pour découvrir un peu, visiter le tournage, machin. Et quand Errol Flynn a présenté toute l'équipe, il a présenté cette femme qu'il avait amenée sur le bateau lui-même comme la femme de William Castle. Il a dit « And this is Mrs. Castle », genre pour foutre la honte à William Castle parce qu'elle était genre moche. Et à partir de là, pendant tout le tournage, les gens ils ont fait que lui demander « Alors, comment va Mrs. Castle ? Comment va Mrs. Castle ?» Et ensuite, des années plus tard, apparemment, les gens lui demandaient encore comment allait Mrs. Castle. Genre, ouais. What ? Ouais, c'est hard. C'est quoi c'était qui cette Mais je sais pas. Bah, après voilà, c'est mais ça. William William Castle, c'est pas comme si. Du coup, à l'autre là, enfin mais pas ça flaire, le mec, il se tapait qui il voulait, et ensuite, quand il décidait que cette personne valait pas assez, il s'en servait pour foutre la honte à quelqu'un d'autre. Enfin, c'est incompréhensible parce que c'est odieux et raciste as fuck. Et William Castle, la manière dont il raconte l'histoire, c'est très lui, c'est très MDR. Il s'est passé ce truc, c'était pas gentil, mais genre, tu vois, t'es là, ouais, bro. Mais bref, ouais. Voilà, juste pour donner une idée une saveur du temps. Des temps. Oui, qui se retrouve beaucoup dans The Tingler. Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ce personnage principal ? C'est pas possible. Non, enfin, alors là, il y a beaucoup de choses à dire sur. Bref, parce que là, Seb est en train de parler de Vincent Price et les saveurs de Vincent Price sont intéressantes. J'ai rien compris à ce qu'on était censé. Enfin, si j'ai fini par comprendre qu'on était censé penser que c'était un good guy. Si, ouais. Je vais tuer ma femme. Ah, j'ai menacé de la tuer hier et maintenant elle m'aime bien. Ça fait sens. Bon,
je vais faire une autopsie illégale sur le corps de cette femme. Et surtout, je vais tuer cette femme. Enfin, c'est Non, genre, mais- c'est non, lui mais- qui a tué cette femme. Oui, Enfin, oui, pourquoi c'est on ça. fait croire que c'est son mari après qu'il l'a ouais. tué? Enfin, c'est lui qui l'a. Bref. De son côté, Orson Welles, sur ce tournage, il est difficile, c'est une galère, il fait que changer les lieux de tournage. Et finalement, quand il annonce qu'il est temps de rentrer à Los Angeles, Castle est tout content, mais il lui fait « Ah mais non, mais toi tu restes, hein. Toi tu restes et tu vas faire des plans d'oiseaux et d'animaux et de nature. » Et du coup, William Castle, il est resté genre 3 semaines de plus et il est rentré genre avec la dysenterie, enfin, il a failli y passer, enfin bref. Tournage fatigant. Mais c'est juste pour... Je raconte ça aussi pour raconter comment... Il a vraiment, cette période de sa carrière, il a tout donné. Il disait jamais non. Il disait oui tout le temps. Et il a donné vraiment toute sa vie à ces tournages. En vrai, j'aurais fait la même chose si c'était Orson Welles qui me demandait. Là, donc je vais passer assez rapidement. Il y a une espèce de période de rupture avec Columbia où il y a Cohn. Je voulais trop raconter ces histoires parce que c'est un peu du même acabit, mais franchement, on y serait pendant 2 jours. Où Harry Cohn tire vraiment tellement sur la corde qu'il y a Castle qui prendra 3 ans de pause chez Universal, où il va réaliser 4 films. Il rencontrera sa femme, Helen Falk, qui est quand même un personnage important dans sa vie parce qu'elle a beaucoup... je crois qu'elle était femme au foyer, mais elle a beaucoup... son avis a toujours été C'est la important. deuxième femme, du coup? Non. Mais non, c'était la meuf du Ah, il Mexique. n'était pas marié. Ah non, il savait même pas comment elle s'appelait. Non, mais non, il n'était pas avec une actrice avant qui était non, justement dans non, Helen Schwanneken, non, ils étaient juste une histoire, une amourette. Je c'était sais même un pas plan s'il cul, s'est quoi. passé Enfin, un ok. truc. Je sais même pas s'il s'est passé un truc, sûrement, mais. Non, il s'est marié avec Helen Falk et ce sera la femme de sa vie. Il sera avec elle toute sa life. Et elle lira. Il va beaucoup la réveiller. Tu vas voir toutes ces histoires de gimmicks, il les a la nuit. Et à chaque fois dans son autobiographie, il dit J'ai réveillé Hélène. Que des Hélène par contre. Puis il revient chez Columbia en 52. Oh my God, si on me réveillait pour me raconter l'histoire du Tingle. Et là, donc ça, là, on est dans les années 50. Il se met à réaliser. Donc il est vraiment là, il est à Columbia. Il réalise ses propres films, mais c'est genre un long métrage par mois. What? T'as dit oui. Ouais. Pour te donner une idée de la vibe dans les films de série B, c'était vraiment en mode genre chi du film, quoi, genre bam bam bam. Il dit à cette période, il se sentait comme s'il travaillait dans un kaléidoscope. Et c'est aussi à cette période qu'il réalise qu'il n'est pas forcément un bon réalisateur, mais un très bon pitcher. C'est à cette période que naît sa première fille. Et je peux pas m'empêcher de raconter cette scène de l'accouchement dans son livre où il raconte qu'il attend que sa femme accouche dans le couloir et il est pris de douleurs abdominales absolument insupportables qui augmentent au fur et à mesure que le temps passe. Et le moment où le médecin sort de la salle d'accouchement pour lui dire que sa fille est née, les douleurs s'arrêtent. Oh, he gave birth. I'm every woman. Every woman. Et 4 ans plus tard, Harry Cohn, donc le père, la figure paternelle, meurt. Et William Castle raconte avoir pleuré pour la première fois à un enterrement. Parce qu'il n'aurait pas réussi à pleurer à l'enterrement de ses parents. Mais celui de Harry Cohn, oui. Et c'est à partir de là que... Je me souviendrai toujours quand il m'a balancé mon assiette et qu'il m'a humilié devant tous ces gens. Donc voilà, là ça fait 15 ans que Castle est dans le business et il est empatouillé dans des films historiques, des westerns, voilà, toute une partie de sa carrière, j'ai vu aucun film, sorry. Oui, mais en même temps, s'il en fait un par mois... Vraiment, genre, dur à... Bref. I have a job. I have a life. I have a life. Un jour, ce sera faire des podcasts, mais pas tout de suite. Ah oui, et voilà. Si. Donc le début de Castle dans le cinéma d'horreur. Un soir d'orage. Il va au cinéma avec Hélène, sa femme, voir le film Les Diaboliques de Henri-Georges Clouzot. Basically Friends made. William Castle. C'est un thriller avec un genre double plot twist à la fin qui fait beaucoup parler. Castle veut voir de quoi il en retourne et il est surpris en arrivant au cinéma. Il pleut des cordes et il y a quand même une file impressionnante d'adolescents et d'enfants devant le ciné. Ils sont trempés, ils attendent sous la pluie pour aller voir Les Diaboliques. Donc il y a tous les âges, même des enfants. Donc lui, il va demander à des adolescents pourquoi ils tiennent tant à aller voir ce film et ils lui répondent en gros: on nous a dit qu'on allait se chier dessus, se caguer, on veut voir ça.
Castle raconte que la projection est totalement dingue. Les gamins sont surexcités, ils hurlent. Ouais, c'est ce qu'on aime, quoi. Et il sort de la séance complètement grisé en mode, mais en fait, les gens, ils ont envie d'avoir peur, quoi. Et donc, il dit à Hélène... Il aurait pété un câble devant Destination Finale. De ouf. Yeah 3D. Ouais, 3D. Alors, fun fact, la 3D existe depuis les débuts du cinéma, en fait. Bref. En fait, Castle voulait faire des films 3D, mais on lui a pas donné l'autorisation et il a fini par juste se faire piquer l'idée plus tard. Enfin bref. Mais parce qu'il avait lui-même des souvenirs d'avoir vu des films 3D enfant. Donc, ils vont boire un café après le film et il dit à sa femme, as-tu déjà... Donc, les traductions, c'est moi. J'ai lu le livre en anglais, donc sorry. As-tu déjà vu une telle séance ? Demande-t-il à Hélène. Ces gamins voulaient avoir peur. C'était peut-être leur premier film d'horreur. 10 ans sont passés depuis l'époque de Peter Lorre, l'acteur de M. le Maudit, Lugosi ou Boris Karloff. Je veux terrifier les États-Unis. Qui dit ça ? Oui, c'est en effet les films que tu as toujours aimés, dit Hélène. Quand je les ai entendus hurler devant cette scène finale, j'ai tout de suite su que c'était là que je veux les amener à l'avenir. Mais je veux qu'ils crient plus fort, et je veux plus d'horreur et plus d'excitation. Et des files plus longues sous la pluie, ajoute Hélène. Pourquoi je la fais comme ça ? Ça sent, elle parle comme ça. Castle prend les mains de sa femme et il lui dit « You're with me, t'es avec moi ?» Elle lui fait « Bien sûr, tu vas bien t'amuser. » C'est une traduction, ça sonne moins bien en français. Donc Castle se met à la recherche d'un script à adapter, il veut quelque chose de terrifiant, il veut quelque chose de pire que diabolique. En fait, c'est drôle parce que même son premier film où c'est lui qui va trouver le script, il le commence en mode « Je veux faire mieux que diabolique. » Et donc, il va pas faire mieux. Enfin, il trouve un livre qui s'appelle The Marble Forest, qu'il fait lire et valider par Hélène, qui, je tiens à préciser, n'aime pas les films d'horreur. Mais elle lit, elle lui dit ouais, c'est une grave bonne idée. C'est l'histoire d'un père qui est à la recherche du corps de sa fille qui est enterrée vivante dans un cimetière par un fou mystérieux. Oh non, pas un fou mystérieux. Avec son scénariste, il renomme l'histoire Macabre, même s'il savait que ça rendrait le titre absolument imprononçable pour le public américain. Et d'ailleurs, sur l'affiche, tu peux voir, c'est écrit Macabre, et à côté, c'est écrit means horror. Mais ça me tue parce que clairement, il le dit pas dans son autobio, mais c'est clair et net qu'ils l'ont appelé Macabre parce que ça ressemble à Diabolique. Oui, bah oui. Enfin, c'est des trucs qu'on fait encore. Je sais pas, Insidious. Insidious Malignant, mais oui, bien sûr, enfin... mais 100%. On veut créer des trucs de reconnaissance, d'association, voilà. Ah oui. Et Columbia veut bien le laisser réaliser le film, mais hors de question qu'il le produise. Donc un soir, il dit à Hélène, bon, elle a l'agence, elle dormait pas, il lui dit « Darling, j'aimerais te parler d'une idée que j'ai eue. » Et elle dit « Je sais, tu veux hypothéquer notre maison et ouvrir ta propre boîte. Il était temps. » J'y crois pas du tout. Je pense qu'elle a dit ça exactement comme ça. Ouais. Je crois tout ce qu'il dit. C'est pas venu au bout de 12 discussions. En vrai, tu rirais trop, mais récemment, j'ai vu un film de Kurosawa qui s'appelle High and Low, qui passait au Palace. Et vraiment, le film commence par un industriel qui dit à sa femme « Chérie, j'ai hypothéqué la maison. » Et elle est là « D'accord. » Et bref, ça m'a fait penser à ça. Donc en gros, c'est là qu'il lance sa boîte, il hypothèque la maison, il prend un gros risque, qui dit ok, Columbia, vous voulez pas produire mon film, bah je vais le faire moi-même. Le tournage de Macabre commence en 1958 et durera. Tu veux miser sur une durée 2 semaines. 9 jours. Oh putain. Il promet un diabolique mais en mieux. Et en fait, il reprend carrément des éléments de diabolique, notamment la double chute. Voilà, il est persuadé de participer, je le dis sans mépris, hein, il est persuadé de participer à une renaissance du film d'horreur. Mais au A24 de son époque. Non, je pense que non. C'est du d'elevated horror. C'est du bottom horror. Du bottom of the barrel. Non. Tu sais que c'est drôle que tu dis ça parce que j'ai plus le nom, mais si William Castle, c'était un peu un. Il y aura des comparaisons qui vont venir avec Alfred Hitchcock. C'était un peu un Alfred Hitchcock cheap, mais il y avait un William Castle cheap qui était un mec qui vivait genre dans une caravane et genre ses gimmicks à lui, c'était genre faire courir des acteurs avec des masques dans la salle. Bref, un mec qui genre il faisait des films à $30, tu vois. Je sais plus comment il s'appelait. Oui, mais $30 à l'époque. $30, tu partais à Hollywood. Mais tu refaisais ta vie à Hollywood. Tu refaisais ta vie à Hollywood, si tu te les faisais pas voler.
Mais au visionnage du film, il est embêté. Il manque quelque chose. Cette nuit-là, impossible de dormir. Et il écrit « Ma maison était hypothéquée, j'allais probablement devoir vendre le lit sur lequel j'étais en train de me retourner. » Mais soudain, l'illumination, forcément. Il réveille Hélène. J'arrive. L'idée qui lui vient cette nuit-là, c'est un de ses gimmicks les plus connus. Il va soumettre tous ses spectateurs potentiels, aka le monde entier, à une assurance vie afin de les protéger dans le cas où ils mourraient de peur. Les assureurs sont bien embêtés, c'est absolument impossible d'assurer tous les spectateurs potentiels, donc le monde entier. Donc ça donne lieu à une espèce de discussion improbable de combien de gens pensez-vous qui vont mourir potentiellement. Et il était là. Sauf que pour lui, l'avantage c'était qu'il y en ait le moins possible pour payer pas beaucoup. Il était là 2 et il était là. Nous on pense 10. Il était là 5. Du coup, il a payé pour 5 assurances vie. Ça lui a coûté genre $5,000. Oh. Et ce qui est drôle avec cette histoire, c'est que le but, ça a jamais... C'est 5 fois le budget du film. Non, en vrai, c'était quand même un peu plus. C'était plus dans les... Non, en vrai, c'était quand même des gros chiffres. Je crois que c'était 90 000, un truc comme ça. Non, plus de 90 000. Mais à ce stade, c'était il a quelle année? Attends, là, on est en 58. Et ce que j'aime bien avec cette histoire, c'est que le but avoué, ça n'a jamais été l'excellence artistique. Castle, c'est vraiment un homme qui jouit de voir les gens avoir peur au cinéma. C'est sûrement aussi un homme qui jouit de faire le buzz et de récolter les bénéfices. Mais je trouve que c'est dans cette dualité que Hollywood fonctionne, et je pense pas que l'un exclut l'autre quand on essaie de comprendre notamment les films d'horreur. Moi, je lis un peu le truc comme plus de public, ça fait plus de films, plus de fun, plus de public, plus de films. Enfin bref. Ça fonctionne. Dans le docu Spine Tingler de William Castle Story, il y a notre cher et tendre John Waters qui va revenir pas mal. Quand je dis qui va revenir pas mal, et vous êtes en mode ça fait 1 heure qu'on est là. John Waters, il raconte avoir été très marqué par ces séances. Il avait 12 ans à la sortie de Macabre. Il dit on avait envie de croire que quelqu'un... En fait, on allait au film et on avait envie de croire que quelqu'un allait mourir, en fait. Ça te donne l'idée que quelqu'un va mourir. Et les files devant le cinéma sont-elles plus longues que celles de Diabolique ? Oui. Castle raconte que les gens signent le contrat en entrant en espérant que quelqu'un récolte ce soir-là. Et notamment, il commence à mettre en place un truc qui va beaucoup revenir dans son cinéma. Le film commence... Donc, il intègre, en fait, ses gimmicks et ses stunts promotionnels dans le film lui-même. Donc, le film commence par un plan sur une horloge. Non, mais je viens de réaliser que c'est juste une incitation si jamais tu veux tuer ton époux ou quelque chose comme ça pour récolter. Non, parce qu'il y avait écrit allons des voir. détails. Genre, il y avait des détails. C'est ça. Le film commence par un plan sur une horloge et une voix d'homme qui annonce « Mesdames et messieurs, au cours de l'heure et 15 minutes qui vont suivre, vous serez exposés à des images si terrifiantes que la direction de ce cinéma émet de sérieuses inquiétudes quant à votre bien-être. Pour cette raison, nous demandons à chacun d'entre vous d'assumer la responsabilité de prendre soin de votre voisin. » Et genre, ce qu'il y a à dire sur la culture des assurances et des procès aux États-Unis avec ça, enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est une espèce de liberté, genre, c'est à vous de prendre soin, et ça donne juste envie aux gens d'y aller, tu sais. Si quelqu'un près de vous venait à être pris d'une peur incontrôlable, veuillez prévenir la sécurité afin que de l'aide médicale soit immédiatement envoyée à son secours. Mettez vos montres à l'heure, il est 18h45 dans une ville appelée Thornton. Puis le film commence. Mais il veut encore plus. Pour la première à Minneapolis, il se fait emmener au cinéma dans un corbillard allongé dans un cercueil dont il est censé sortir en grande pompe, mais d'après ce qu'il raconte, et c'est pas glorieux, donc j'aime bien, je sais pas si c'est vrai ou s'il veut juste être un clown, mais il serait resté bloqué dedans, donc posé sur le trottoir en mode « Laissez-moi sortir !» Il a aussi engagé, ça c'est vrai parce que ça s'est fait à d'autres occasions par d'autres réalisateurs, il engage des infirmières présentes à toutes les séances. Et je trouve qu'avec les infirmières, il active vraiment un gimmick qui est largement utilisé et usé par l'industrie du film d'horreur, même maintenant, qui consiste à faire croire aux gens que le film va les faire s'évanouir, quitter la salle ou même vomir. On l'a vu avec Titane, tu sais, qui aurait fait s'évanouir le public cannois lors de sa première, ou de manière plus créative et proche de la tradition castelienne, avec les vomit bags de Terrifier, qui sont pensés par l'illustrateur Ilan Sheedy, donc Uncle Frank, et la responsable com du festival Grimfest, Lady Miriam. Je voulais les citer. C'est parce que c'était une idée, c'est eux qui ont eu l'idée. Et ils ont demandé
au réalisateur est-ce qu'on peut faire ça? Il est en mode yes, grave, let's go. Bref, mais c'est un peu la même chose, je trouve, de genre attention, vous allez vomir, attention, vous allez vous évanouir. Genre, ça se fait encore littéralement. Littéralement, à chaque sortie de film, ils font ça. Ils essayaient de nous vendre Longlegs comme ça. Ah ouais, j'ai oublié. Je crois. Mais je me souviens de Paranormal Activity, c'était l'un des premiers vraiment où il n'y avait aucune image du film. Il n'y avait que des images de gens qui se chiaient dessus en infrarouge. Ils filmaient en infrarouge la salle. Ouais. Donc Macabre sera un succès et son gimmick sera repris la même année par le film The Screaming Skull qui proposera un cercueil et un enterrement gratuit à quiconque mourrait de peur. Littéralement la même année, le mec est gonflé à bloc. Mais c'est moins cher que de les assurer. Bah 100%, mais du coup c'est un peu genre le sous... Enfin bref. Donc à ce stade, on lui demande des nouveaux films, on lui demande un nouveau gimmick. Même les exploitants, les cinémas veulent des gimmicks parce que ça leur amène du public. Donc Castle veut frapper plus fort qu'avec Macabre. Et à partir de là, il entre vraiment dans la deuxième partie de sa carrière, qui est vraiment la partie des gimmicks. On y est! Et la deuxième partie de sa carrière sera pour la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté le Scrunch Podcast. À dans une semaine. Je dois attendre une semaine? Bah, faut bien qu'on fasse attendre, je sais pas. Non, demain? À dans une... dans une semaine. Oups, nous avons oublié de faire la promotion de notre soirée de lancement. Ce sera une projection très spéciale de Love Lies Bleeding qui aura lieu le samedi 13 septembre au cinéma Aventure à Bruxelles à partir de 19h. Et la projection du film sera précédée de quelques activités toutes plus excitantes les unes que les autres, à commencer par un quiz, mais aussi un petit concours de costumes sporty 80s. Mais le clou du spectacle sera bien sûr le très attendu concours de Muscle Mommy, à l'issue duquel la Muscle Mommy de la soirée sera élue à travers différentes épreuves de force. Donc préparez-vous bien, ne vous inquiétez pas, ce sera des épreuves de force très accessibles et on a très très hâte de vous y voir. Voilà, à dans une semaine et à bientôt à l'écoute du Scrunch Podcast, le podcast des gens qui prennent du popcorn au cinéma. To avoid fainting, keep repeating. It's only a movie. Only a movie. Only a movie. Take as much as you can.